Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. Ce qui n'est pas particulier, c'est que je suis toujours avec mon Pradal. Par contre, tu m'as amené dans un endroit particulier, Seb. Ouais, aujourd'hui, on va chez Yannick Aleno et Aurélien Rivoire dans leur chocolaterie qui est au pied de la Tour Eiffel, rue du Champ de Mars. Régale. Allez, c'est parti. Bienvenue. Comment il va, l'Aurélien? Eh ben écoute, ça va? Ça va? Je suis ravi. Je te présente Hugo. Bonjour, enchanté, Hugo. Ravi. Et écoute, une de tes antres, parce que tu en as deux à Paris. Il y en a 3 au total. 3 au total. Ouais. Dans le 6e, ici on est dans le 7e. Il y en a une deuxième dans le 6e et puis une aux Galeries Lafayette Gourmet. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié, mais en plus c'est là où je vais tout le temps acheter tes chocolats, donc voilà. C'est là où il y a le plus de passages, donc c'est bien d'y être aussi. Et puis sans oublier, parce que c'est important de faire le chocolat pas que pour les Parisiens, e-commerce sur toute la France. Donc ça c'est cool. Ça, c'est important. Après la séquence d'aujourd'hui, tout le monde va vouloir en manger de toute façon. Donc. Exactement. Bon, regarde, eh bien, tu m'as dit justement, moi je sais que ce que je vais acheter au Lafayette, entre autres, c'est les tablettes qui vont en accord mais 20 forcément, avec les terroirs. Ben, on a amené un coup de champagne parce qu'il paraît qu'en ce moment, tu as la tablette champ, c'est ça? Champagne, ça marche très bien. En fait, ce qui est intéressant, c'est, on va parler beaucoup de la collection Terroir de France. C'est vraiment celle-ci qui, je pense, est la plus proche de ta passion, de notre passion. C'est rendre hommage au terroir viticole français, en fait. Donc, c'est le chocolat au service du champagne. Aujourd'hui, on va en parler, mais aussi du cognac. On en a fait plein d'autres. Et voilà, avec les envies, on y va. Ben, pour tous ceux qui croient que le chocolat et les pâtisseries ne peuvent pas aller avec des vins secs ou des champagnes. Allez. On a quand même d'autres choses à proposer que du champagne. Ça va être... Ouais, on a quelques canons. Ça, c'est la surprise. Allez, on y va. On y va. Alors, non, il y a plein de choses qui sont prêtes parce que le chocolat, ça se fait jamais en 1 heure en fait. Tout le temps, le chocolat, il y a les pré-préparations, après il y a la préparation et puis après il y a le montage de la tablette. Là aujourd'hui, je vais vous faire une tablette qui appelle à la salinité du champagne. Donc, c'est-à-dire que on est parti du constat suivant, c'est que pour faire un accord avec le champagne, ça aime pas trop le gras du chocolat, ça aime pas trop le sucre en général. Donc nous, on est allé chercher vraiment la salinité. Donc on a fait une confiture d'algues, on a fait plein de petites choses comme ça pour que dans cette tablette de chocolat, tu as tout ce qui va mettre en avant le champagne. Mais c'est quoi l'idée? À l'époque, tu sais, il y avait des riches, et jusqu'à 100 grammes par litre, on avait de sucre dans le champagne et tout ça. Toi, aujourd'hui, c'est quoi l'idée de te dire, je vais apporter un côté salin avec l'algue? Ça vient d'où, le gratte-gratte dans la tête? C'est quoi l'idée? D'où ça vient, ça? Eh bien, le champagne, je pense qu'en fait, c'est juste une analyse de dégustation. Je pense que le champagne contient des 4 grandes saveurs. Il en contient 3, le sucre, l'acide et la mer. Et en fin de compte, il lui manque le sel, je pense. Donc c'est ça l'idée, en fait. Tu pars de là en te disant, moi je vais amener ça pour faire l'accord. Mais d'ailleurs, en fait, on part même, le champagne avec un petit bol de cacahuètes bien salé, ça marche très bien. Exact. Donc en fait, on est parti sur le côté, parce qu'on savait en fait qu'on avait quand même la base de notre travail, c'est le chocolat. Et on sait que lui, par contre, il n'est pas en hyper adéquation avec le champagne. Mais en fin de compte, là, c'est vraiment juste l'enveloppe qui contient du chocolat. Tout le reste, tu vas voir, on est presque dans la cuisine, quoi. C'est plus c'est du chocolat cuisiné. Donc en fait, ici, c'est presque une des tablettes les plus vivantes qu'on a dans notre collection. C'est-à-dire que tu n'as pas la technique du chocolatier qui fait que ça va se conserver longtemps dans le temps. La vérité, c'est que tu bois ton champagne, tu manges un bout de chocolat. Et en fin de compte, il doit t'emmener, c'est le principe du pairing, mais il doit emmener ton champagne encore plus haut. Et en fin de compte, pas pour oublier le chocolat, mais là, le chocolat, il est vraiment au service du vin. Campagne, d'accord. Voilà. C'est le chocolat de cuisinier sommelier, quoi, c'est ça en fait. Bah voilà. Et c'est toi qui as inventé ça justement ou tu as travaillé avec les sommeliers du resto? Alors, ça, c'est vraiment des débats de dégustation qui sont hyper intéressants parce que moi, je suis, mon mentor, c'est Yannick Aleno, mais vous le savez, passionné de vin. Et du coup, quand on décide de créer la gamme de tablettes Terroir de France, donc en fait, c'est le chocolat au service du terroir viticole français. Donc après, tu t'amuses. On a fait une fois une Chambertin, on a fait une Sauternes, on a fait une Saint-Émilion.
Pour l'été, on a fait une côte de Provence, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison. Celle-ci, c'est la Champagne, donc celle-ci, c'est notre best, parce que je pense que celle-ci, elle se casse même en apéritif. C'est ce que j'aime. À 18h, vous n'avez pas encore mangé, vous buvez une coupe de champagne. Je trouve qu'il est meilleur à ce moment-là qu'au dessert, moi. Et du coup, on peut faire péter une tablette de champagne. Donc en fait, c'est presque un chocolat apéritif. Tu fais péter la tablette et péter le bouchon quoi, de champagne, c'est ça, toi en même temps. Voilà. Et du coup, tout ça, en fin de compte, c'est un travail avec nos sommeliers, avec Yannick Aleno, avec les maîtres de cave qu'on peut connaître, qui sont proches du groupe et qu'on adore en fait. Mais parce qu'ici, rien que quand on se balade dans la boutique, en fait, chocolat, c'est une définition un peu large finalement et quasi peut-être un peu différente ici. Il y a du chocolat, mais il n'y a pas que du chocolat, quoi. Et justement, encore, moi je vais revenir à la genèse, comment vous avez fait quoi. Par exemple, ça, réexplique, c'est quoi ça? Donc en fait... Comment en fait tu penses, alors tu vas expliquer ce que c'est, comment tu penses à mettre un truc comme ça, à aller le chercher pour te dire je vais mettre dans le chocolat, parce que tu as différentes façons de créer les goûts, les amers ou les acides, mais ça, c'est curieux quoi. Mais parce que en fait, mon environnement, quand je crée tout ça, c'est une cuisine 3 étoiles, l'abysse à côté, le pavillon Y de l'autre côté. Donc en fait, il y a 150 cuisiniers, sommeliers, serveurs, pâtissiers qui, en fin de compte, malgré eux, te nourrissent en fait l'esprit parce que ça, bien sûr, ça c'est du marc de saké. C'est le travail de la fermentation du saké quand il est en fabrication. Ça, c'est une pâte, en fin de compte, c'est le résidu, si tu veux. C'est le résidu que tu retrouves dans l'entonnoir, tu vois. Et ça, en fait, tu l'as au nez, ça, c'est déjà salin, c'est sûr. Il n'y a même pas besoin de goûter. C'est umami à mort. Tu as un côté très fermentaire. Ouais. Et grâce à ça, on va avoir toute la longueur en bouche. Ça, c'est notre marc de saké. Ça, c'est l'élément principal de la tablette. Après, là, tu as la levure du boulanger qu'on a fait déshydrater. Donc là, ça, tu le sens. Ça, en fait, ça sent comme dans un fournil. Hein. Goûte-en un petit peu, mais tu vas voir, c'est fort. Ça, on en met quelques petits éclats. Parce que ça, quand tu tombes dessus, tu as le fermentaire. Là, tu as de la confiture d'algues qu'on verra tout à l'heure, qu'on va pocher au fond en premier. Confiture d'algues, donc c'est simple, hein, de l'algue nori, de l'eau, de la pectine, du sucre de bouleau, parce que nous, on ne sucre jamais. Pas avec du sucre blanc en tout cas. Et du coup, ça va apporter l'iode. En fait, c'est encore même plus que la salinité. Là, on va carrément sur l'iode. Donc là, on est à fond dans la salinité. Et puis, je pense, on a équilibré avec ça. Donc ça, encore une fois, hein, je suis à l'abysse. Et en fait, je me fais assez souvent reprendre à l'époque par Yasunari, qui est chef 2 étoiles. Et en fin de compte, je picorais dans ses gingembres parce que son gingembre, c'est quand même une tuerie en fait. C'est pas du tout le gingembre qu'on peut connaître dans un restaurant japonais classique. Et en fait, il confie comme ça des morceaux de gingembre. Donc, il ne veut pas me donner la recette. Alors, ce qui fait que je en prends 1 kilo tous les 15 jours. Mais par contre, moi, je l'ai arrangé. Mais nous, en fait, on lui donne un deuxième bain dans le sucre de bouleau comme ça. Et en fin de compte, tu as un gingembre qui est translucide, qui est acide mais pas piquant. Et ça va venir réveiller un peu tout ça. Ça fait appel un peu à la bulle, tu vois. Ouais, d'accord, ouais. Et ce qui est drôle, c'est en fait 150 personnes qui bossent ensemble, il y a une émulation, vous échangez des trucs, mais pas les recettes. C'est qu'en fait, non, le mec il préfère te donner 1 kilo tous les 15 jours et non. Non, mais lui, c'est une exception, c'est son bébé, je pense. Ah ouais, j'imagine. Et là, on a une base de praliné amande qu'on va mélanger avec ça. Donc celui-ci, on n'en parle pas dans la dégustation, c'est juste un support de goût. Hein. Ça, c'est bon parce que l'amande est à la fois torréfiée, mais elle est aussi grasse et gourmande. Donc quand on va mélanger, ça va se faire tout seul. On va la monter parce qu'on en parle. Et alors attends, donc ça tu m'as dit que ça venait de Bordeaux, ça vient du Japon, ça tout ce qui est noisettes etc. Tu te fournis dans quelle région? Amandes, celles-ci elles sont siciliennes, donc j'ai un producteur en Sicile qui m'apporte ces amandes directement et elles sont géniales en fait. Il me les sert brutes, donc il y a encore la peau, donc c'est pour ça qu'il y a une couleur bien marron que j'adore. Et le mec est génial en plus. Donc on est d'accord, évidemment toujours, ça reste une histoire de sourcing quand même beaucoup, non, les produits de base. Ouais, toujours, que ce soit chocolatier, pâtissier, cuisinier, c'est toujours la base, c'est ça? Ouais. Pour moi, c'est indispensable. C'est-à-dire que si tu sais pas où tu achètes les produits et à qui,
tu as du mal à les connaître et à les transformer. Et le sourcing, quand tu connais ton producteur de pommes ou de fraises et qu'il y met autant de passion que toi tu mets à les transformer, bon, déjà, tu es dans une certaine vérité quand même. Hein. Et le plus possible, il y a aussi le circuit court qui est aussi hyper intéressant parce que tes fraises, elles viennent de 200 km d'ici, c'est très bien, tu vois. Mais en revanche, ça veut dire que les partenariats forts que tu as avec, bon, Amande, c'est peut-être pas le bon sujet, mais le Mar, je sais pas, tu peux être aussi limité dans tes appros. Par exemple, le mec, il va te dire, je te livre, je sais pas, mais 50 kilos et 50 kilos, tu peux faire 1000 tablettes et ça s'arrête là, donc c'est ça. C'est un peu vrai sur nos confits de fruits. Il y a un moment, quand mon producteur il me livre plus parce qu'il n'y a pas assez de sucre dans les fruits, et ben on arrête. Et après on passe à celui d'après. C'est quoi? J'étais avec Jean-Louis Chave il y a la semaine dernière et on discutait en fait et lui a réussi à décaler la production de ces ermitages pour essayer de les mettre à disposition des restaurateurs avec quelques années. Et en fait lui ce qui parfois il peut l'agacer un peu, c'est quand les sommeliers reçoivent les vins les mettent sur carte de suite des millésimes jeunes et en plus à des prix exorbitants. Et en fait, la réponse des sommeliers souvent, c'est dire ouais, moi je l'ai mis à ce prix-là parce que sinon, en fait, les gens arrivent et me les prennent de suite, les 6 bouteilles que tu me donnes, Jean-Louis. Et Jean-Louis dit, mais en fait, je mets des millésimes mûrs à disposition parce que le vin, c'est comme les truffes, c'est comme les fraises que toi tu vas faire en cryo, ça arrive, c'est consommé. Il y a une saison, il y a du Chave qui arrive à telle date, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et vous attendez l'année d'après pour en avoir. Pas mal, moi j'aime bien aussi. C'est marrant, c'est une logique que nos grands-parents, arrière-grands-parents avaient. C'est-à-dire que quand ça pousse pas sur l'arbre, tu vas même pas chercher à en avoir. Ouais, clair, ouais. On a un peu oublié ça et on y revient. Pour moi, c'est mon producteur qui me dit quand je dois lui acheter des pêches en fait. Et je prends l'exemple de la pêche. Tu me dis donc la teneur en sucre optimale pour ton travail, ça j'entends. Mais est-ce que ça sous-entend aussi par exemple qu'il peut y avoir l'esthétique est moins importante que si elle était vendue au supermarché, donc ça c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de produits, d'asperger des produits à fond dessus. En revanche, est-ce qu'une légère oxydation c'est embêtant? Oui pour le goût, toi il faut que ça arrive comment? Alors, tu vois, j'ai l'image, tu parlais des grands-parents, moi j'ai l'image de mes grands-parents qui achetaient les fruits très très mûrs, voire un peu gâtés, tu vois, puis on faisait la confiture avec, ça passait quoi. Vous c'est pas jusque là, mais l'oxydation elle est gênante ou pas forcément? Non, alors il y a un juste milieu, parce qu'en fait, c'est là où le fruit doit être au summum de son Brix, donc c'est exactement comme dans le vin. Hein. Quand tu décides de faire ta vendange, tu as estimé que ton grain de raisin, il contient assez de sucre. Moi, c'est exactement pareil. Ma pêche, il faut qu'elle soit mûre. Si elle est un peu talée, le problème, c'est qu'elle ne se tiendra pas à mon confisage. Donc en fait, il y a quand même un juste milieu où le fruit doit être sain, mais très mûr. Et nous, on ne triche pas avec le sucre, c'est-à-dire que la confiserie, c'est avant tout la conservation du fruit dans le temps par le sucre. Donc ça, c'est ce qui s'est fait en 1552 par Nostradamus. Depuis, ça n'a pas trop changé dans le process. Et nous, on arrive comme ça en disant, non, mais nous, on va enlever la glycémie, on va enlever le sucre blanc, c'est le sucre de bouleau, donc c'est beaucoup plus fragile. Donc en fait, ça me donne beaucoup... J'ai un gap d'erreur, tu veux dire, qui est beaucoup plus faible. Ouais, c'est ça, voilà. S'il n'y a pas de sucre au départ, à la fin, c'est pas bon. Alors, regarde-moi ça. Donc ça, c'est juste le chocolat qui fond. Ici, on va mettre confiture d'algues. Donc ça, tu vas voir à quoi ça va ressembler après. Donc alors, le petit relief, là, c'est quoi cette histoire? Alors, en fait, là, ça se voit pas, mais tout à l'heure, quand on va démouler, vous allez voir. En fait, à chaque fois, on a fait 8 collections de moules. Et en fin de compte, à chaque fois, ça représente le forage du terroir viticole en question. C'est-à-dire que tu vas en Champagne, c'est crayeux, c'est des blocs. Ça veut dire quoi? Que donc vous avez fait créer... Il y a le mec qui crée les moules, il y a un mec qui fait ces trucs en plastique, on est d'accord? Ouais. Hein. Donc le gars, lui, en fait, il a créé que pour vous des moules exprès. C'est un petit investissement, mais d'ailleurs, c'est assez marrant parce que tous nos moules ont été faits sur mesure. Moi, j'ai tout dessiné au début avec Yannick Aleno. Et ça te met une petite pression supplémentaire. Il ne faut pas non plus que tu fasses que de te tromper parce que sinon... Ouais. Alors les algues. Voilà, petite confiture d'algues. Alors en fait, à chaque fois, vous allez voir, à chaque fois, je monte ma tablette de façon irrégulière. Pourquoi? Parce que quand tu manges un plat au restaurant, tu n'as jamais les mêmes sensations parce que dans ta fourchette, tu ne prends jamais la même proportion de tout. Et ton vin, il répond à ça en fin de compte. Et c'est là où ton accord mets-vin, il est important, c'est que ton vin, il évolue en 1h30. Toi, ton sommelier, il l'ouvre et tu vas mettre 1h30 devant ta bouteille avec ton pote
et ton vin, il évolue, il s'oxygène et tout et tout. Bah, ton plat, c'est pareil. C'est-à-dire que des fois, il y aura plus de confiture, des fois, il y aura plus de levure, des fois, il y aura plus de gingembre. Et ça, c'est important. Et en fait, Hugo, tu vois, je sais même pas si ça va être un désaccord aujourd'hui. En fait, il crée sur mesure. Ouais, il nous a piégés. En fait, il est trop fort, il énerve en fait depuis tout à l'heure. Le gars, en fait, il réfléchit pour nous deux. Oh là là. Regarde, on va juste le passer un tout petit peu sur un sopalin. Regarde. Combien vous êtes à travailler en tout avec toi? Donc le labo, il est ici ou Alors, le labo, il a Choisy-le-Roi dans le sud de Paris. D'accord. Donc, on a un grand labo où on centralise toute la production pour les 3 boutiques, le e-commerce, les offres pour les entreprises, tout ça. Donc, là-bas, au laboratoire, on est 14 avec moi. Ah ouais, ah oui. Ah oui, quand même. Et puis après, bah, forcément, ici, il y a en haut, là-haut, il y a un bureau où il y a Margot qui est commerciale, il y a Valentine qui est chef de projet avec moi, il y a Pierre Alban qui est notre directeur général, et puis bah, forcément, toutes les boutiques, il y a les vendeurs. On a bientôt 3 ans. Et ben oui, ça fait déjà une sacrée machine, ouais. Ouais, c'est incroyable. Mais toujours dans l'excellence, c'est ça qui est fabuleux. Et c'est aussi ça de travailler avec des gens comme Yannick Aleno, non? C'est travailler dans l'excellence parce que c'est le principe de la gastronomie et avec le plus de créativité possible. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des gros moyens, c'est aussi y mettre une intelligence créative en fait. Et ça, c'est intéressant parce que Chef Aleno, il ne vous bride jamais à ce point, sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il faut toujours aller chercher plus loin. Oui, mais donc ça suppose aussi, tu dis, il n'y a pas de gros moyens, mais ça suppose qu'il laisse quand même des moyens. Il fait de la R&D, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est presque de recherche et développement. Il a presque une partie du budget du restaurant ou quoi qui est alloué au développement c'est ça. Oui, et à la créativité, quoi. C'est génial. C'est la chance d'être assez libre pour créer sans aucune contrainte. Oui, mais ça, c'est une richesse. Et ça, c'est waouh. C'est-à-dire que... Est-ce que ça veut dire rater souvent, du coup, avoir le droit de rater souvent aussi? Bah, bien sûr. Quand on a fait le confit de fruits, pendant 3 ans, il y a des ananas, ils sont morts au combat par ma faute, en fait, parce qu'on n'a pas réussi. Donc, bien sûr. Et c'est marrant parce que même des fois où moi tout seul, je me serais dit, il faut passer à autre chose, ça ne marche pas. Là, vous avez un boss qui, au lieu de vous parler du prix que ça coûte, il vous dit, mais continue, parle à un chimiste, comprends la molécule, pourquoi ça ne marche pas. Et du coup, bah là, à un moment, vous êtes obligé d'y arriver. Ouais. Top. Que toi, ça arrive qu'il se nourrisse de toi pour sa cuisine aussi, ouais. Sur quelques trucs, bon, après tu as été 8 ans chez lui, pâtissier. Ouais, j'ai été 8 ans là-bas, ça fait 3 ans ici. Mais de toute façon, oui. Je me rappelle une fois, j'avais une idée de dessert qui en fin de compte finit en entrée en 1947. Alors il l'avait remodifié, hein. Mais oui, la base du... Mais en fait... L'échange fait partie de... Mais je trouve ça trop bien. Et souvent, enfin... Bon, lui, il avait un peu d'avance dans son expérience et son talent. Donc en fait, souvent, c'est moi qui suis allé me nourrir quand même dans ce qu'il faisait. Mais l'inverse, ça a un peu existé, oui. Ouais. Un peu moins, mais un peu. Donc ça, c'est la levure séchée. Donc tu fais sécher de la même manière que les fruits ou pas du tout? C'est juste non. Ça, c'est vraiment ça. C'est de la levure de boulanger que j'achète, que j'émiette et que je fais sécher à 45 degrés. Oui, d'accord. Vraiment. En fait, on va faire un praliné. Les collaborateurs que tu as, donc, tous, enfin, un peu de question pareil, encore un peu con, mais tout le monde bosse comme ça, donc artisanalement, à la main, tout est encore, il y a un semi-process industrialisé où tout est fait comme ça à la menotte, comment ça se passe? Aujourd'hui, non, j'ai une façon de travailler où je vais tout mettre en place de façon intelligente pour que ils arrivent à faire ça en production. Donc ça, c'est pas fait en 5 minutes. Donc au départ, au tout début, quand on a commencé, je faisais on faisait des toutes petites quantités tous les 3 jours. Là, aujourd'hui, ça, on arrive à trouver des solutions pour que, quand il y en a besoin, on sort tous les éléments qui sont séparés et on les monte comme un... Ouais. Ça représente, je sais pas si tu peux répondre, du coup, le labo qu'il y a en banlieue parisienne, là, c'est le volume de production possible, je ne sais rien comment on mesure, sur un nombre de tablettes par jour ou quoi, c'est quoi l'ordre de grandeur? Du coup. Alors, ça, c'est un mauvais exemple. Parce que ça, c'est toute personne qui voudrait faire une prod un peu accélérée ne ferait jamais un produit comme ça. Mais c'est clair. Tu fais pas ça si tu as envie de penser juste.
on a beaucoup de bonbons de chocolat qui vont quand même. Par exemple, on a le stick praliné. Je ne sais pas si tu vois, c'est notre petite barrette de stick. Ceci, quand on se met toute l'équipe à faire ça, bon, bah ça, tu en déroules. C'est-à-dire que ça va plutôt bien. Ça reste mon dessert 3 étoiles. Ça reste un dessert dans une tablette. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça, tu prends jamais trop d'avance. Et je préfère que des fois, il n'y en ait plus parce qu'on n'a pas le temps d'en refaire, que de devoir trouver des process de stockage et de conservation qui va nuire au goût. Oui, non, et puis en plus, le petit papier est fait à la menotte, le sticker est mis à la menotte, le cartonnage est fait à la menotte, tout. Quoi. On est des artisans. Hein. Oui, non, mais c'est important, ça, justement. C'est des chocolats pour se faire plaisir, c'est sûr. Hein, voilà. Mais en revanche, par rapport à la qualité, c'est presque pas assez cher, j'allais dire. C'est pas vraiment le mot, mais voilà, quand tu vois les produits qu'il y a dedans, etc., c'est dingo. Mais le chocolat est un produit de luxe et il est en train de le confirmer par la valeur de la fève aujourd'hui a triplé là en un an. C'est un produit de luxe. Après, on s'est efforcé parce que aujourd'hui, le sucre de bouleau, c'est une matière première qui nous coûte très cher aussi. Le fait d'enlever du sucre, cela nous coûte très cher aussi. Donc nous, on s'est efforcé à être cohérent dans un marché. En fait, on ne voulait pas être plus cher que les chocolatiers de notre niveau. Donc ça, c'est tout un calcul, c'est le sourcing et tout, on en revient à tout ça, mais c'est une cohérence d'acheter le bon produit de saison au bon moment. Et après, ça reste un produit de luxe. La créativité est vraiment un muscle. Et en fait, moins tu crées, plus tu penses que tu n'es pas un créatif. Alors après, on l'est plus ou moins, je ne sais pas. Mais plus tu t'amuses à te remettre en question et à chercher, et plus c'est facile. Moi, je suis presque impatient aujourd'hui d'avoir ma nouvelle collection à dessiner, en fait, parce que il a fait de moi quelqu'un qui a plus peur du tout de la feuille blanche. On y va, il n'y a rien, on recommence de zéro, mais c'est trop bien. Alors qu'en fait, souvent, ça fait très peur. Alors, un peu de chocolat au lait, parce qu'on reste quand même dans le chocolat, hein, on a dit. Il est vrai pesé. Bah oui, parce qu'en fin de compte... En fait de compte, quitte à y être, attends. Non, mais en fait, je suis obligé, parce que sinon, ça va foirer. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu nous en as parlé pendant 3 heures, c'est pas bon. C'est marrant que tu dis ça, parce que je pense que je suis le plus cuisinier des pâtissiers parisiens. Moi, j'ai beaucoup de mal à rester sur la recette bêtement, à recopier quelque chose sans rien modifier. J'ai beaucoup de mal. Là, c'est juste que c'est indispensable. Goûter assis, comme si tu étais client, ton dessert. Hyper important, tu es assis, tu te rends compte que ça se coupe pas, tu te rends compte que tu as trop de craquants, tu te rends compte qu'il n'y a pas de texture, que ça fond, que machin. Quand toi, tu as hyper compris l'équilibre de ton dessert, bah là, ton côté instinctif, au moment du service, il apporte le petit truc en plus. Le client, il est à 30 mètres, tu peux faire du chaud, du froid. Tout ça, c'est les mécanismes du plaisir. C'est le chaud, le froid, le salé qui contrarie l'amer, c'est le coulant qui contrarie le craquant. Et tout ça, quand tu es concentré qu'à chaque fois qu'il faut que ce soit dans ton dessert, bah après, si tu fais les choses bien, après, c'est bon. C'est quoi la création de la prochaine collection? Tu dis une feuille blanche, tu as dit tout à l'heure. Ouais. La prochaine qu'on est en train de dessiner, c'est Pâques. Décembre, elle est déjà au début de la production. Là, il commence à essayer en prod. Pâques, j'ai mon idée d'œuf. Donc c'est encore un peu différent parce que là, il y a aussi le visuel qui joue pour les enfants, tout ça. Mais on a nos œufs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je vais apporter de plus dans un praliné pour que les gosses ils soient fous? On cuit une plaque de sablé breton et on l'émiette dans notre praliné. Et là, tout de suite, ton praliné il devient beurré, il devient fleur de sel, il devient gourmand. Mais c'est devenu un des chocolats qu'on vend le plus en fait. Et c'est le plus simple. C'est du sablé breton, du praliné, tu étales, t'enrobes dans le chocolat, ça fait des petits carrés de chocolat. C'est extraordinaire. En fait, nous, on a décidé d'enlever le sucre blanc. Alors attention, hein, du sucre, il y en a de partout. Hein. Il y en a dans le lait, il y en a dans la farine, dans tout ça. Donc quand on dit qu'on a retiré le sucre, si en fait, en 3 ans d'Aleno Erivoire, j'ai jamais acheté 1 gramme de sucre, moi. De sucre blanc pour caraméliser. Ça, on ne le fait pas. Donc en fait, on a fait une chocolaterie qui a une glycémie beaucoup plus basse.
Et là où ma vision professionnelle, elle rejoint ma vision personnelle, c'est que moi, à ce moment-là, je fais 18 kilos de plus qu'aujourd'hui. Parce que, en fin de compte, je passe ma vie à faire des desserts pour le 3 étoiles et à prendre soin des autres. Et puis moi, je mange mal et j'ai une mauvaise hygiène de vie. Et petit à petit, quand tu veux commencer à penser à ton équilibre alimentaire, eh ben, en fin de compte, on te dit une tablette de chocolat, c'est pas ouf en fait à se taper. Mais sauf que moi, c'est indispensable. Aujourd'hui, c'est une personne sur 10 est diabétique. Un enfant de moins de 20 ans sur... Non, 3 enfants sur moins de 20... moins de 15 ans, pardon, est en surpoids. En France, on disait oui, nous on sait, machin. Ben, l'équilibre alimentaire est plus que jamais un sujet hyper sensible et hyper important. Et pourtant, ça ne va pas nous empêcher de faire de la gastronomie parce qu'on veut continuer à en faire. Mais en fin de compte, des fois, de toute façon, ça, c'est la base aussi des sauces de Yannick Aleno. Hein. Pourquoi faire des extractions hyper concentrées de légumes ou de fruits ou d'épices au lieu de crémer, de beurrer, de réduire? Bah, c'est meilleur pour la santé. Hein. Et c'est meilleur aussi en dégustation. En fait, moi, mon combat, c'est pas le Saint-Honoré du pâtissier. Parce que vous savez que vous mangez du sucre quand vous mangez le Saint-Honoré du pâtissier. Moi, mon combat, c'est tout le sucre qui sont dans ces produits semi-transformés qu'on achète. Ben, des fois, on n'a pas le choix. Mais en fin de compte, vous en avez partout du sucre. On en mange 10 fois trop par jour. Un Français mange en moyenne 10 fois trop de sucre dont le corps il a besoin. 10 fois trop. Allez hop, ça, on laisse une petite trentaine de minutes et je vous les démoule. Alors dis donc, est-ce qu'il faut le manger froid, tiède, chaud? Quelle est la température? Le débat. Alors, moi je sais que le chocolat, déjà j'adore le manger froid, c'est horrible. Alors pas les super comme toi, non, pas les super trucs comme toi, mais en général j'adore ça, ouais. Quand il croque et le faire chauffer dans la bouche après. Ouais. Alors moi ce que je dis souvent, c'est il ne faut pas confondre, le chocolat ça se conserve à 17 degrés, mais ça se boit... Bravo, lapsus. Il paraît qu'on va boire. Mais ça se consomme à 21 degrés. Pourquoi? Parce que c'est de la matière grasse. Et la matière grasse, le beurre qui sort du frigo, il est moins agréable que quand ça fait 30 minutes qu'il est à température ambiante. Et la matière grasse, elle fige tous les goûts. Donc en fait, plus elle va être soft, et puis plus le praliné, il dégagera toute sa noisette, tout ça. Mais après, donc, dans la bouche, non? Un peu, ouais, bien sûr. Mais le vin, tu le sors pas de la cave, tu l'ouvres et tu le bois à 15 degrés. C'est vrai, tu vas me tuer si je fais ça. Bah là, c'est pareil. Je pense qu'il ne faut pas oublier d'être patient avec le chocolat. Celles-ci, elles se démouleront un peu plus tard. Mais on en a déjà une. Qui c'est qui fait le crack? C'est Hugo qui fait le crack. C'est lui le crack. Vas-y, Hugo. Magnifique. Alors, il nous ouvre quoi? Un petit Paul Roger, surtout en fait, comme c'est délicat, que je ne sais pas forcément, même si j'en ai déjà mangé comme un gourmand voilà, à la maison, mais je ne savais pas quel cépage irait le mieux. Et en fait, Paul Roger, c'est un assemblage pour tiers de chardonnay, pinot noir et pinot meunier. Et c'est un champagne qui est assez vineux en fait. Pop! Dans les Gouttes de Dieu, la première saison de la série, en fait, à un moment, moi, je voulais qu'on explique comment on ouvre une bouteille de vin. Donc, à un moment, tu vois, il y a un des acteurs qui explique à Camille, l'héroïne, à Fleur, comment ouvrir la bouteille, en fait. Et à côté de lui, il y a une japonaise très carrée, etc. Et puis qui dit, alors voilà, on ouvre, il faut enlever la capsule, le liège, la vrille. Et à la fin, il faut surtout ne jamais faire le pop. Et lui, il prend le truc, puis il fait pop. Il dit, I like the pop. Bon, allez, hein. Bon, je me lance, les gars. Ouais, c'est dingo. Et en fait, ouais, comme tu disais tout à l'heure, tout est encore super moelleux. Et tu vois ce qui est marrant? Là, je suis tombé sur directement un bout de gingembre. Direct, ça répond. Ça fonctionne. C'est qu'en fait, ça, c'est une tablette, ça fait 70 grammes. Hein, donc à deux, l'apéro, t'as pas fini la bouteille que normalement, il t'en faut une deuxième. Hein. Ou alors, quoique, je sais pas, tout dépend avec qui t'es. C'est ça. C'est très très bon. On est effectivement proche des sensations d'un dessert.
même en texture, etc. Et c'est très aérien. Voilà, et ça fait écho, je trouve, vachement aux bulles, qui te le rendent léger en bouche, un peu goulayant, tu sais, associé à l'acidité un peu tendue, tu sais. Et bien ça, je trouve, dans la texture, ça répond vachement bien au champagne, en fait, ce côté léger. Et en plus, en fait, le champagne sèche un tout petit peu la finale. Donc, tu n'as pas le côté gras et tout ça, beurre, justement, dont tu parlais tout à l'heure. Il y a vraiment un super équilibre. Il y a une tension qui continue à se faire et c'est appétant. Tu as envie d'en manger. Tu as un côté quand même assez fermentaire et assez vieilli qui répond bien quand même. Et oui, non, ça fonctionne bien avec. On a le côté fermentaire, mais au niveau aromatique, surtout, quoi. En fait, le côté citronné avec le gingembre, moi, ce qui me marque le plus, c'est cette finale, quoi. Je trouve que ça se marie super, super bien. Oui, on a quasi un retour du gingembre sur la fin du champagne. C'est dingo? Ben dis donc. En fait, j'avais pas trop de doute que ça allait être un désaccord réussi, puisque, voilà, comme tu disais tout à l'heure, le champagne, tous les chefs de cave vont te dire ça fonctionne pas avec le chocolat. Dis à un enfant qu'il n'a pas le droit, tu peux être sûr qu'il y va tout droit. Et ça a vraiment été, avant tout, au-delà du produit final, c'est toutes ces rencontres et ce débat et ce savoir qui se mélange qui est assez fun en fait.